Bonsoir chers amis internautes fidèles abonnés de Bénin Web TV. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Laurent Delors Faton. Il est secrétaire adjoint à l'économie numérique du parti Foscori pour un Bénin émergent. Et pour conduire cet entretien, je suis avec Paul Arnaud Deguenon. Bonsoir Paul Arnaud Deguenon. Bonsoir Kochino. Bonsoir Laurent Delors Faton. Bonsoir chers journalistes. Bonsoir chers internautes et téléspectateurs. Alors, je le disais tantôt, nous vous recevons aujourd'hui pour parler donc des derniers développements de l'actualité au sein donc de la maison Cori. Alors, première question pour vous, comment est-ce que les FCBE s'activent pour les prochaines élections à venir? Merci pour l'invitation sur votre plateau. Merci pour cet honneur que vous m'accordez. Vous savez, les élections communales de 2020, disons celles du 17 mai 2020, sont des élections cruciales et primordiales pour le parti FCBE et disons pour le peuple béninois aussi. Parce que vous savez bien que les FCBE ne vont pas participer aux dernières élections législatives. Nous sommes de facto exclus du Parlement, qui est un Parlement apolémique que nous connaissons tous. Mais la réforme du système partisan, telle que voulue et imposée par le régime en place, a souhaité que désormais, pour être candidat aux élections présidentielles prochaines, il faut avoir un parrainage de 16 maires. Et 16 maires ou de 16 députés. Et vous savez que l'opposition, de manière générale, et les FCBE en particulier, n'ont pas de députés à l'Assemblée. Tous les 83 députés sont de la mouvance en place du chef de l'État et du parti Talon. Et pour que l'opposition puisse avoir alors des députés à l'Assemblée, du moins un candidat pour l'élection présidentielle de 2021, nous avons l'obligation d'avoir des maires, sinon nous n'aurons pas de candidat. C'est ce qui est prévu par la charpente organisationnelle aujourd'hui. Dans ce cas, nous avons l'obligation d'avoir des maires pour être en mesure de compétir pour les élections présidentielles prochaines afin de proposer une alternative crédible face à ce qui se fait au Bénin depuis 4 ans. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'offre politique qui est donnée au peuple béninois est l'une des offres les plus contestées et les plus décriées depuis 1990 au Bénin. On n'a jamais vécu un régime avec cette allure. Et si nous pensons qu'il faut changer la tendance, nous avons l'obligation d'être présents à ces élections et de proposer une autre alternative. Alors que pour proposer cette alternative, nous avons l'obligation d'avoir 16 mai. C'est-à-dire que ces élections prochaines sont des élections capitales pour nous. Et dans ce cadre, nous nous préparons activement. Depuis environ 2 mois, en dehors de ce que tout le monde connaît, chacun de nous, chaque leader FCBE dans sa circonscription, dans sa zone, fait feu de tout bois pour réussir les challenges inhérents au processus électoral que nous connaissons aujourd'hui. Le plus grand défi, c'est d'abord la mobilisation de la troupe FCBE, c'est l'identification des candidats, c'est la collecte des pièces. Parce que, contrairement aux élections communales et municipales dernières, celle-ci fait une exigence particulière. Il faut obligatoirement avoir des candidats à proposer dans les 546 arrondissements du Bénin. C'est une exigence, je dirais, incongrue. Il faut en être conscient, ça n'a aucun sens parce que le pouvoir exécutif au niveau de nos communes se limite à la commune. Ce n'est pas un mandat national, c'est un mandat communal que les conseillers communaux et municipaux ont. Et quand on demande aux partis politiques d'avoir une couverture territoriale nationale, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manière quand même de filtrer un peu le milieu parce que ça fait facile pour un parti parce que bon, on a quelques conseillers dans une commune, bon, on se dit parti politique. Est-ce que finalement ce n'est pas pour quand même jauger la capacité donc des partis politiques au plan national? Ne faisons pas d'amalgame. Vous savez, il y a tout d'amalgame au sein du régime en place. On veut quelque chose, on fait le contraire. Et c'est pas le régime qui a voté le code électoral et la charte des partis politiques. Ce sont les députés de la mouvance présidentielle, les deux blocs siamois. Non, mais la 7e législature, il y avait également l'opposition. Cette partie du code des lois n'existait pas dans toutes les lois antérieures. Elle n'est créée qu'aux dernières modifications observées. Elle a été une œuvre, je dirais, machiavélique de la 8e législature. Cette législature contestée et apolémique, elle a été leur œuvre. Et c'est incongru. Vous savez, nous sommes dans l'espace politique, mais avant la politique, il y a déjà la philosophie politique. La philosophie de la décentralisation, c'est qu'on ramène le pouvoir à la base, dans les communes, dans les collectivités locales. Et quand on dit pouvoir côté local, ça n'a rien avec
les aspects nationaux. On veut élire des conseillers communaux pour régler les problèmes d'une commune particulière. Si j'ai envie de gérer ma commune, je n'ai rien à voir avec la commune voisine. Et je n'ai pas l'obligation d'être contraint sur une liste avec quelqu'un qui est une commune voisine. Si le peuple peut trouver des partis politiques qui vont proposer des candidats dans la commune, c'est heureux. Parce que vous savez, c'est la philosophie de l'harmonisation de l'espace politique béninois, où on a dit que la politique béninoise est conduite par les clubs électoraux. Tout le monde dit qu'il y a les clubs électoraux, il y a les partis politiques de famille, de clans. On est d'accord. Mais depuis que le système partisan est mis en œuvre, on a déjà maintenant une dizaine de formations politiques. On a déjà près de 13 formations politiques. Ça veut dire que de toute façon, on n'a pas résolu le problème. Sur une centaine, de toute façon, c'est quand même une grande avancée. Ouais. Retournez à 90, après la sortie de la démocratie, pour voir la croissance des partis politiques. Aujourd'hui, le système partisan n'a pas encore fait un an. Tel que modulé par la volonté de la n'a pas encore fait un an. En l'espace d'un an, on a déjà près d'une quinzaine de partis politiques. Retournez à 90 pour voir si en 90, de 90 après la conférence, on a déclaré le multipartisme intégral. Est-ce que, en l'espace de 6 mois, on a eu autant de partis politiques? Parce qu'il ne faut pas se voiler la face et rester dans une bulle, penser que ce qu'on fait est nouveau. Ce qu'on fait génère les mêmes conséquences qu'il y a 30 ans. Rien n'a changé parce qu'il y a 30 ans, il aurait fallu mettre au cœur de la politique béninoise l'idéologie. Parce que l'idéologie regroupe les gens. Et ceux qui se sentent concernés par une idéologie se mettent ensemble. Et quand vous partagez une philosophie, une idée, il vous est très difficile de vous en départir. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun lien philosophique, idéologique qui unit les partis. Vous avez vu. Aujourd'hui, les gens qui étaient il y a 3 mois progressistes sont devenus républicains. Et des gens qui sont devenus républicains il y a 2 semaines deviennent encore progressistes. Parce que les problèmes essentiels qu'on a voulu résoudre à travers le système partisan, on n'a pas résolu. Oui, mais c'est une première année d'expérience. C'est dommage qu'après 30 ans, on ne soit pas inspiré de ce que nous avons fait. C'est comme si on a fait 30 ans de gâchis. Oui, mais de toute façon, c'est votre avis. Mais dans tout ce méli-mélo, M. Faton, les FCBE, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Puisque pendant un certain temps, on a parlé de 2 camps. Aujourd'hui, il y a eu ce que j'appelle un semblant de réconciliation, puisque tantôt, il y a eu un communiqué, après, c'est un autre communiqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir de la cohésion au sein des FCBE? Contrairement à ce que beaucoup disent et que les médias ont relayé, il n'y a jamais eu 2 camps de la FCBE, il y a eu 2 courants de pensée. C'est différent. Il faut faire la nuance entre 2 courants de pensée et 2 camps. 2 camps, c'est que les gens n'ont rien en commun et s'affrontent. Quand les camps s'affrontent entre eux sans avoir quelque chose en commun. Chacun vient éliminer l'autre. Ça complète 2 camps. Mais quand c'est 2 courants de pensée, vous avez tous ensemble un patrimoine que vous défendez. Mais vous défendez le patrimoine de 2 manières différentes. Au sein de FCBE, tout le monde est d'accord que le FCBE reste et demeure notre patrimoine commun. Tout le monde est d'accord que les FCBE doivent continuer à exister politiquement. Tout le monde est d'accord que les FCBE reste et demeure la plus grande formation politique de l'opposition. Sur ce débat, il n'y a pas de sujet. Sur cette question, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de débat. Mais le débat se fait sur comment les FCBE continuent à exister. Est-ce qu'il aurait fallu que les FCBE répondent à l'injonction d'un régime qui a perdu tous les repères démocratiques? Ou bien est-ce que les FCBE restent dans la clandestinité par rapport à un régime qui a choisi de diriger le Bénin autrement que par le passé? Et c'est là que la question se trouve. Certains pensaient que pour résister, il faut quand même faire le jeu du régime afin d'avoir l'existence légale et continuer le combat démocratique. Donc on dit non, tant que le régime n'est pas revenu sur les acquis, les fondamentaux de la démocratie, on ne fait rien avec ce régime. C'est seulement la différence. Et il s'est fait que ceux qui ont pensé qu'il faut faire la courbette pour avoir le foin, ceux qui ont pensé qu'il faut faire le jeu du régime pour avoir l'existence légale afin de faire avec lui le combat démocratique et politique, ont pris le dessus et ont eu le récépissé. Et toute la question était là. Mais ça n'a jamais été question de 2 camps. Parce qu'on n'a jamais fait le combat pour que FCBE disparaisse. J'ai fait le combat pour que les 2 camps se neutralisent les uns les autres. Non. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a eu ce récépissé que certains parmi vous ont rejeté, mais pour finir, on finit par accepter la chose. Mais pour revenir justement à ma question, notamment par rapport au Congrès, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au niveau de ce fameux Congrès? Puisqu'on a eu dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lié au président d'honneur,
notamment le président l'ancien président Boni Yayi, qui voudrait désormais avoir des rôles un peu plus importants que celui qu'il a aujourd'hui au sein du parti. Vous savez, je suis un militant avant d'être un responsable du parti politique. Et je le précise partout, je n'ai jamais été FCBE avant 2018. Ça veut dire que je ne veux pas FCBE par des intérêts matérialistes et autres. Je n'ai pas été FCBE au moment où FCBE était au pouvoir pour que je puisse être lié à quoi que ce soit. Je ne suis lié à rien. Je suis lié à un combat politique que je mène face à un régime démocratique, face à un régime que nous avons élu démocratiquement qui a pris les repères. Et que moi, sur le principe, je n'ai pas de doute à faire. Je suis légaliste, je respecte ce qui se fait selon la légalité et la démocratie. Mais je n'oublie pas que nous sommes en politique. Et en politique, il y a des intrigues qui se font en politique. Et ces intrigues nous amènent là où nous sommes aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai participé à des discussions. J'ai été présent à des discussions quand la crise est née, ce que j'appelais crise de maturité. Parce que selon moi, c'est la crise de maturité. Il aurait fallu que le FCBE connaisse cette secousse pour pouvoir se consolider. Parce que ce qui est né de l'alliance FCBE avait besoin d'être un peu fouetté pour s'enraciner et se consolider. Et la crise est venue pour jauger de notre capacité à résister dans le temps et à faire la politique convenablement. Mais aujourd'hui, quand la crise est née et que tout ce qui s'est passé, moi j'étais là. Et j'ai suivi la discussion, les négociations. Je m'en tiens seulement à ce que j'ai suivi et ce que je connais formellement. Ce que j'ai suivi est qu'à un moment donné, on s'est entendu pour dire on s'est réconcilié désormais et qu'on avance. Après, on a dit qu'après la réconciliation, on s'est réunifié et qu'on avance. Et qu'après tout, j'étais la dernière fois à la réunion du bureau exécutif national auquel j'appartiens. Et le bureau exécutif national a été clair. Nous conduisons le processus et nous nous organisons pour aller aux élections, quitte à ce que progressivement, tout ce qu'il y a comme petite querelle à l'intérieur, on puisse les résoudre. Je m'en tiens à cet acte formel auquel j'ai participé. J'étais là le jeudi passé à cette réunion. On a été clair pour dire que pour le moment, on fait le combat pour les élections communales ensemble. On se prépare, on cadre le terrain. On remobilise notre troupe pour gagner les élections communales afin de faire le combat démocratique par rapport au régime en place. Je m'en tiens à ce à quoi j'ai assisté. Pour le reste qui est de la polémique, vous savez, la politique a quelquefois des dessous qu'il est difficile à celui qui est à l'extérieur de démêler. Je peux vous dire qu'au-dessus de ce que vous voyez, ce n'est que des tentacules politiques. Ce n'est que des actions politiques. Dans le fond, notre question est très simple par rapport au Congrès. Qu'est-ce qu'on retient finalement? Ce que moi je retiens, étant membre du bureau exécutif national, à la réunion à laquelle j'ai participé avec le bureau national, le bureau a été clair. On fait le congrès après les élections communales. S'il y a d'autres choses, et qu'on me réunit. Qu'est-ce que ceux-là recherchent, ceux qui voudraient justement que ce congrès se tienne avant les élections, qu'est-ce qu'ils recherchent en en tenant coûte que ce congrès tienne avant les élections? Mon combat que j'ai fait depuis 2016 n'aurait pas de sens si j'exclus l'expression individuelle des préoccupations, si j'exclus la liberté d'opinion et d'expression des autres. Parce que ce n'est pas pour rien que je fais le combat contre le régime en place. Je me dis les opinions là, qu'est-ce que ces opinions disent justement? Mais il y a d'aucuns qui disent dans le parti qu'il faut faire le congrès avant les élections communales. Oui, et ils ont raison. Pour quelle raison justement? Vous savez, ce n'est pas à moi d'évoquer leurs raisons. Leurs raisons longtemps étalées. Oui, et puis on a vu quand même ce communiqué après une rencontre tenue avec le président Donneuil. Dans ce communiqué, on a vu que les coordonnateurs de circonscription et secrétaires exécutifs communaux, enfin, pour eux, c'est ce congrès qui viendra quand même, comment on appelle, officialiser véritablement la réconciliation. Et du coup, vous ne pensez pas que si le congrès n'est pas fait, est-ce que ça ne va pas déstabiliser la mobilisation parce que ceux-là, est-ce qu'ils vont vraiment se sentir concernés par donc comment on appelle les tractations actuelles en vue donc des élections? Je ne pense pas. Je ne pense pas que cette exigence liée au congrès puisse avoir un impact sur l'organisation et la participation des FCBE aux élections communales prochaines. J'ai dit tantôt qu'ils sont libres d'exprimer leur opinion. Mais le parti a des instances qui décident de la conduite à tenir. Et en tant qu'individu, ils ne sont pas au-dessus des instances du parti. Et du moment où le parti, en tant que l'instance du parti, n'a pas encore donné une autre directive par rapport à la conduite à tenir, je pense que tout le monde est obligé de rester par rapport aux conduites dictées par les instances du parti. Ce que vous avez vu, les coordonnateurs et les secrétaires administratifs
ils sont dans la logique parce qu'ils sont des militants comme moi qui expriment un vœu. Mais pour que leur vœu soit exaucé, accepté, il faut que des instances du parti décident. J'attends que les instances du parti décident autrement, mais ce que je sais la dernière fois, l'instance qui a habilité pour le moment à conduire l'exécution des tâches du parti a dit qu'on s'organise pour aller au congrès, pour aller aux élections communales, et après les communales, on va faire le congrès. Ils ont exprimé leur volonté, et c'est normal. C'est ce pourquoi moi je me bats, d'ailleurs, je me bats pour la démocratie, l'expression individuelle, la liberté individuelle et collective. Alors, s'ils expriment leur opinion, qu'on le veuille ou pas, a été largement entendue, a été fortement entendue par ceux qui doivent l'entendre. J'espère que les instances qui ont habilité à convoquer le congrès vont statuer et décider ce qui en est réellement. Mais pour le moment, ce que je sais est que les instances qui doivent discuter, que ce soit le bureau politique ou le bureau exécutif, disent qu'il faut aller aux élections d'abord avant de pouvoir parler du congrès. Et l'opinion à côté des coordinateurs qui dit autre chose, c'est une opinion louable, mais qu'il faut verser au compte des organes qui doivent décider de ce que la conduite va tenir. Parce que, si on n'est pas capable de faire respecter les décisions des instances du parti, c'est plus le parti politique. Vous comprenez? Et à aucun moment, le communiqué qui est signé n'a été signé par le chef de l'État, par l'ancien chef de l'État, Boni Yayi, le président d'honneur. Ce n'est pas Boni Yayi qui a demandé qu'on organise un congrès. Ce sont les coordinateurs qui l'ont demandé. Vous comprenez? Il faut faire la nuance. Justement, je crois au retour de la rencontre qu'ils ont eue avec le président d'honneur. Mais justement, mais pour justement parler de ça avant que mon cher ami ne passe au point de l'entretien, quel est l'avis justement du président d'honneur sur cette question? Je ne peux pas présager de ce que je ne connais pas. Parce que je n'étais pas à la salle d'audience avec les coordinateurs. Mais le communiqué qui est sorti n'est pas un communiqué signé par la cellule de communication du chef de l'État. Parce que le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, le président d'honneur, a une cellule de communication qui signe les communiqués dont il est garant. Vous comprenez? Mais du moment où il n'est pas garant du communiqué signé. Monsieur, alors, nous savons tous qu'aujourd'hui, Boni Yayi est comme la charpente des FCB aujourd'hui. Et tout filtre par lui, toute décision passe souvent par lui. Aujourd'hui, les coordonnateurs ne peuvent pas prendre telle décision sans avoir précédemment consulté le président d'honneur. De façon sincère, sans langue de bois aujourd'hui. Qu'est-ce que le président d'honneur pense de ces décisions? Vous êtes journaliste. En tant que journaliste, je pense que vous avez toute la faculté qu'il faut pour lire le communiqué que les coordinateurs et les secrétaires ont exigé. Oui, on va un peu au-delà donc du communiqué. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le bureau exécutif national a décidé que le congrès soit organisé après les élections. Oui. Est-ce qu'un compte rendu a été fait au président d'honneur? Si oui, qu'est-ce qu'il en pense? Vous savez, avant que le bureau exécutif national ne soit convoqué, il a eu d'abord des réunions avec le président d'honneur. Et ce n'est que le compte rendu des réunions que le bureau politique a validé, qui a été renvoyé au bureau exécutif. C'est-à-dire que c'est une démarche qui a été suivie. Et toutes les fois qu'on a fait des rencontres de négociation et de réconciliation et d'unification du parti, vous allez voir que c'est la cellule de communication de l'État qui a signé. Il faut retourner aux archives. C'est toute la cellule de communication qui a signé tous les actes qui ont été posés par le passé. Ça veut dire que c'est en présence avec la constitution de l'État que tous les communiqués ont été signés par le passé. Mais le dernier communiqué dont vous parlez n'a pas été signé par la cellule de communication. Je suis communicateur, je m'en tiens aux faits. Et ne me demandez pas d'aller interpréter dans la conscience de notre président d'honneur ce qu'il aurait pensé. Je tomberai dans le dilatoire. Mais quand je m'en tiens aux faits, les faits sont clairs. Tous les autres communiqués ont été signés par sa cellule de communication. Les négociations ont été faites sous sa direction. Et les coordinateurs sont allés lui prendre les vœux. Lors des vœux, ils ont exprimé. En fait, il faut bien aussi voir le contexte. C'est les vœux. Et en exprimant les vœux, ils ont formulé leurs vœux. Et entre autres vœux, ils ont souhaité qu'il y ait congrès et que le président d'honneur soit réhabilité, parce que c'est l'expression qu'ils ont utilisée, soit réhabilité dans ses prérogatives liées au parti politique. Ce qui n'a été jamais l'objet d'un débat au sein du parti, parce que tout le monde reconnaît que Boni Yayi reste et demeure non seulement le leader qui a créé le parti politique FCBE, il est resté l'ancien président du Bénin qui a dirigé sous sa direction le parti a fait l'expérience de 10 ans au pouvoir d'État, au sommet de l'État, et qu'il est resté celui qui a conduit toutes les activités pour créer le parti politique les 10 et 11 février 2018. Oui, alors justement, dans la foulée, on a
appris que le président d'honneur, justement, aurait donc souhaité se retirer un temps soit peu donc de la politique. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Boni Yayi, c'est l'alpha et oméga donc des FCBE. Alors, si cela était vrai, est-ce que les FCBE pourront donc survivre si Boni Yayi décidait véritablement donc de se retirer de la scène politique? Ce serait très grave. De la part de tous les militants du parti FCBE, s'ils sont incapables, si nous sommes incapables de conduire la BAC une fois que le président Boni Yayi se sera retiré de la scène politique. Ça veut dire que chacun de nous n'a aucune maturité, chacun de nous n'a aucune expérience. Oui, ce qui est sûr, ça viendra, mais là tout de suite, avec tous les défis qui viennent. Oui, mais d'abord, est-ce que d'abord le président souhaite vraiment se retirer? Ça, c'est encore une autre polémique. Je n'étais pas à l'audience avec le coordinateur. Vous comprenez? Je n'ai pas lu un communiqué de la salle de communication pour savoir s'il veut se retirer. Mais si je m'en tiens à ce que les médias ont relayé, il aurait conditionné. Vous comprenez? Il aurait dit certaines choses et dit, si tel est le cas, lui peut faire se retirer. Je n'étais pas dans la salle. Vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, si c'était les médias traditionnels, les médias classiques, je me fierais un peu. Mais du moment où je n'ai pas eu l'audio, la voix du président Boni Yayi, dit ce qu'on a dit qu'il aurait dit, et du moment où je n'ai pas eu une autre information crédible, filtrée par celle de communication, je peux me dire qu'il aurait déclaré quelque chose, mais que les gens ont traverti à leur manière. Parce que ce que je sais, le président Boni Yayi, après tout ce qu'il a vécu au cours de 2019, quand il est revenu, vous l'avez vu qu'il a fait un retrait tactique. Il est moins actif désormais. Il est devenu moins actif sur l'espace politique. Sa tâche qu'il a eu à faire depuis 1 mois et demi, c'est de faire tout pour que la BAC FCBE ne chaville. C'est de faire tout pour racoler toutes les brèches afin que la BAC se consolide davantage. Et ça, c'est une posture qu'il a adoptée. Et cette posture, les personnes à lui. Il a refusé de cette politique d'affirmation publique. Peut-être que dans la même veine, il aurait parlé aux gens et les gens auraient traduit à leur manière. Parce que du moins, je n'étais pas dans la salle. Parce que c'est délicat. Vous savez bien que l'interprète est tout traître. Et celui qui a voulu reporter les propos du chef de l'État, notre président d'honneur, n'aurait pas placé le contexte. Parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, avec les médias, il y a des choses qui se font, les médias, des choses qui se font de manière dangereuse. La dernière fois, j'ai déjà vécu, vous dites quelque chose qu'on déploie du contexte carrément, le met ailleurs. Et ça donne une autre résonance carrément. Je pense que la posture que le président Boni Yayi a adoptée depuis son retour est une posture de rassembleur, d'acteur politique, mais qui a choisi de faire les choses autrement que par le passé. Et cette posture, tout le monde l'a constaté, il l'a vu. D'abord, sa rentrée, sa venue au Bénin, on a vu qu'il est revenu au Bénin dans la plus grande discrétion. Et tout ce qu'il fait, c'est faire la plus grande discrétion. Je pense que si c'est cette posture qu'il adopte et que les gens ont déplacé ses propos, j'attends de voir lui-même dire ce que les gens disent qu'il a dit. En ce moment, je ferai une bonne analyse. Mais du moment où je n'ai pas entendu dire lui-même ce que les gens ont dit qu'il a dit, je préfère m'en tenir seulement à la posture que je vois de l'homme, qui est une posture beaucoup plus discrète, mais hautement politique. Mais monsieur Delors, de votre position aujourd'hui, au sein du bureau des FCBE, est-ce que vous confirmez ou vous infirmez le fait que beaucoup disent ou relaient qu'aujourd'hui le président d'honneur voudrait avoir plus de responsabilités au sein du parti que celui du président d'honneur du parti? Ah non. Il n'a jamais dit devant moi qu'il ne veut pas être président d'honneur du parti. Il ne l'a jamais dit. Oui, au-delà d'être président d'honneur, est-ce qu'il ne manifeste pas quand même cette envie de... Et il n'a jamais, devant moi, au moins j'ai eu l'honneur d'être adressé avec lui 2 jours durant. Il n'a jamais revendiqué autre chose que d'être le président d'honneur du parti. Toutes les spéculations qui disent qu'il aurait voulu devenir secrétaire national exécutif, ceci, pour être chef de l'opposition, ça, vous savez, la dernière fois, il était avec quelqu'un qui me disait quelque chose par rapport à la gouvernance de Boni Yayi entre 2006 et 2016. Il dit que les gens ont posé un acte, une décision a été prise par un préfet. Mais systématiquement, les Béninois ont dit que la décision a été prise parce que la première dame aurait des projets à réaliser et que c'est lui qui aurait dit au préfet de poser l'acte.
Mais celui qui me parlait, il dit que c'est moi, il dit c'est lui qui a initié le projet, qui en a parlé au préfet, qui l'a fait. Et qu'à aucun moment, la première dame, le chef d'État n'était même informé de l'initiative. Ça veut dire quoi? Le Béninois a une capacité extraordinaire d'invention d'histoire de toutes pièces et qu'il montre. Et quand vous les écoutez, vous êtes fasciné. Au lieu que notre intelligence nous serve à créer de la richesse, à construire, on est hyper puissant à inventer des histoires de toutes pièces. Je suis sûr et à 100% sûr qu'à aucun moment, ça, je peux le dire, à aucun moment, la volonté de devenir secrétaire national exécutif n'a effleuré l'esprit du président Boni Yayi. Jamais. Par contre, si on me dit qu'il aurait voulu davantage s'impliquer en tant que président d'honneur pour voir le parti davantage grandir, je suis preneur. Je dirais que c'est possible. Mais il n'a jamais voulu devenir le secrétaire national exécutif du parti pour conduire le parti comme le faisait Denotin et comme le fait aujourd'hui. Ouais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure donc de la posture de l'ancien président de la République, posture un peu plus réservée. Alors, on le connaît par le passé, très actif et qui montait même sur le terrain, mouillait le maillot pour les FCBE. Aujourd'hui, s'il reste dans cette posture, pour avec les législatives, pardon, les communales qui s'annoncent, est-ce que le parti pourra véritablement s'en sortir? C'est-à-dire, Boni Yayi très calme chez lui, ne monte pas sur le terrain pour mouiller le maillot pour les forces Kouroupouen Bénin émergents. Comment est-ce que ça va se passer sur le terrain? Boni Yayi, qu'on le veuille ou pas, est une bête politique. Même dans sa posture très réservée. Même dans sa posture réservée, il est une bête politique. Ceux qui en face le connaissent. Et vous connaissez qu'il n'a pas besoin de sortir. Quand vous savez, quand vous êtes un grand acteur politique, vous ne sortez pas pour autant. Oui, mais lui, il est quand même habitué. On le connaît pour ses sorties, son activisme politique. Quand il sort trop, il perdra de son éclat, de sa puissance politique. Moi, je préfère plus le voir aujourd'hui, après 10 ans de grâce d'être chef de l'État au Bénin, de rester à l'écart pour qu'il soit une référence vers laquelle on court pour aller chercher conseil, pour aller se ressourcer, pour aller s'inspirer. Je préfère l'avoir dans cette posture et qu'il trouve les mécanismes qu'il faut pour galvaniser la troupe et l'envoyer en mission sur le terrain vers ce peuple qu'il a tant aimé et qu'il a servi avec dévouement, avec abnégation, avec patriotisme. Je préfère le voir bénéficier de loin de ce charisme, de cette aura, de cette expérience, que de le voir encore s'échiner à parcourir les 77 communes. Vous savez, ce que vous dites, c'est comme si vous voulez que Boni Yayi reprenne le parcours à parcourir 77 communes pour faire la campagne. Non, c'est pas moi qui le veux, mais il en a l'habitude, justement. Vous savez, Boni Yayi d'aujourd'hui n'est pas le Boni Yayi de 2016. Qu'on le veuille ou pas, il y a le poids de l'âge. Je préfère avoir des patriarches bien protégés dans les maisons, bien sécurisés, que d'avoir des patriarches qui s'avilissent dans l'espace public et qui perdent de leur aura. Vous savez, c'est Espédio Logo qui le disait que le Bénin a besoin d'Agbalagba. On a besoin de références. Et les références, le plus souvent dans nous, chez nous, on dit on va aller au village pour voir les vieux. C'est quand on dit village, ce n'est pas toujours le village. C'est que dans des milieux reculés. Je préfère voir Boni Yayi dans un milieu reculé aujourd'hui pour qu'ils nous disent si j'ai atteint ce niveau d'estime populaire, de notoriété et d'image. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et je préfère que chacun de vous puisse aussi aller à mon école pour devenir plus grand. Parce que vous savez, le cours de l'histoire est connu. Les hommes naissent, grandissent et meurent. Boni Yayi finira par mourir un jour. C'est pas peut-être demain, mais un jour il finira par mourir. Comme les fous sont morts, quelqu'un est mort. Mais je ne voudrais pas entendre que Boni Yayi parte un jour sans avoir des dignes héritiers. Des dignes représentants qui puissent relayer ce qu'il a fait et conserver l'héritage et le parfait. Alors, s'il doit faire naître de nouveaux leaders plus grands que lui, je pense qu'il va falloir qu'il commence par un peu plus se retirer et jouer le rôle qu'il joue aujourd'hui. Dans cette posture, moi, je suis plus à l'aise de le voir dans cette posture. Parce que en 2019, vous avez vu, ces sorties lui ont créé, lui, personnellement, plus de problèmes que d'avantages. Parce que le peuple l'aime. C'est une évidence. Le peuple veut le voir.
Mais entre le fait que le peuple l'aime et veut le voir, il y a sa santé, il y a sa vie. Oui, mais monsieur Delors, est-ce que vous voyez pas également que ça pose un problème, le problème récurrent chez nous au Bénin, de ce que les anciens n'aiment pas trop laisser leur place pour les jeunes? Il y a quelques années, je pensais la même chose, mais depuis quelques années aussi, j'ai commencé par changer de conception. Non. Les années n'ont pas cette ambition de rester, de s'éterniser, non. C'est parce que nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas souvent dignes. Vous voulez dire que la jeunesse n'est pas digne de relève? Nous ne sommes pas souvent dignes. Vous savez, je suis jeune. J'ai dit à un jeune un jour, un ami me parlait, après avoir observé beaucoup de choses, j'ai dit, mais sommes-nous plus intelligents que Akweti, que Maga, Aromandegbe, Kerekou, Zissou et autres? Parce que nous disons tous qu'ils ont échoué. Vous comprenez, ils n'ont rien fait pour nous. Ils n'ont pas développé le Bénin. D'accord, mais dis, mais sommes-nous plus intelligents que? Pensons-nous être plus patriotes que? Pensons-nous avoir plus d'abnégation pour le Bénin que? Je ne pense pas. Chacun d'eux a fait ce qu'il pouvait à une époque donnée sous les contextes déterminés. Et à nous d'aller non seulement voir nos aînés comme des échecs, comme des expériences, pour dire qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont échoué. C'est pour ça que je dis que souvent nous abordons nos aînés avec le regard, non pas dans une démarche d'apprentissage, mais dans une démarche d'affront. Nous pensons que c'est nous qui connaissons tout. Nous pensons qu'eux, ils ne comprennent rien. Nous pensons que nous sommes plus intelligents qu'eux. Nous sommes mieux instruits qu'eux. Mais nous oublions que le soleil n'a jamais fait autre courbe que celle qu'il fait tout le temps. Vous comprenez? Et que dans les années 50-60, les Issous, les Tévois-Dilais et les Akweti ont rêvé un Bénin meilleur. Ils ont rêvé. Allez lire les écrits. Allez lire les écrits face aux impasses de Soumiga Akweti en 67. Vous verrez qu'il a décrit les mêmes choses que nous vivons aujourd'hui. En 67, il a dit exactement que le Bénin est dans une impasse économique, spirituelle, politique. Il a été clair, il a dit, et que les valeurs existentielles humaines sont dégradées. Il a dit ça depuis 67 dans son livre écrit « Le Bénin face aux impasses ». Mais quand vous revenez aujourd'hui, vous voyez que les mêmes situations sont présentes. Ça veut dire que les défis que les aînés ont relevés hier, sur lesquels ils ont échoué, sont encore devant nous. Alors, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je pense qu'aujourd'hui, nous allons au contact de nos aînés, non pas comme des gens qui veulent nous inspirer de leur expérience, mais comme ceux qui veulent balayer le passé et recréer le monde. Et personne ne veut qu'on le tue de son vivant. Quelqu'un l'a dit en 90, si vous voulez me tuer de mon vivant, vous ne me tuerez pas. Alors, je pense que nous sommes intelligents, mieux instruits. Nous maîtrisons WhatsApp, nous maîtrisons tout aujourd'hui, les aînés ne maîtrisent pas WhatsApp. Nous devons prendre la patience qu'il faut pour aller doucement à leur école, pour tirer le vrai de ce qu'ils ont et rejeter l'ivraie. C'est cette posture de rupture. Parce que vous savez, on fait une conflit de génération. On veut faire rupture. Personne ne veut faire la rupture de la continuité. C'est des questions d'ordre philosophique, je dirais. Il faut une rupture de la continuité. En allant au contact de nos aînés, progressivement, on leur prend ce qui est prenable et ce qui est véritablement on rejette. Mais nous voulons tout rejeter. Ça fait que les aînés, ils ont peur quand ils nous voient venir. Ils voient que ceux-là veulent les enterrer vivants. Vous savez, même votre grand-père, quand il aura 90 ans, tant qu'il n'est pas mort, il ne voudra pas qu'on le mette dans le cercueil. Il va falloir que sa vie finisse d'abord. Et c'est légitime. Ce qu'on dit nous reprochons à nos aînés, demain nous allons reprocher encore à nos jeunes frères qui sont derrière nous. Et je pense que nous avons l'obligation de changer de fusil d'épaule. C'est ce que les pays occidentaux ont fait. Hein. Ils ont toujours su conserver les acquis et construire. Malheureusement, chez nous, quand quelqu'un a l'opportunité, il dit que tout ce qui est passé avant lui n'a jamais existé, que c'est lui qui veut réinventer la roue, et qui veut recréer le monde. Et les aînés, quand ils nous voient, ils disent, ils veulent nous faire ce que nous avons fait à nos aînés. Parce qu'en réalité, c'est là le problème. Quand vous bien revoir la conférence 90, quand ils sont venus, les jeunes qui étaient en ce moment-là, les Tévois, les relativement un peu plus jeunes, les Rongwedi et consorts, ils ont balayé tout de revers de main.
Vous avez vu les Romanegbe, les Maga, les Akweti. Akweti, feu Akweti était mort en ce temps avant que la Kofa n'arrive. Mais les autres qui étaient là, ils sont venus, ils les ont dessouchés carrément. Ils les ont effacés de l'espace politique. Et aujourd'hui, nous aussi, nous avons envie de les effacer de l'espace politique. Je pense que nous devons quand même faire attention. Parce qu'en rejetant la révolution, on a rejeté le civisme, le patriotisme et l'éducation citoyenne. On l'a rejeté. Aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on n'est plus patriotique au Bénin. On n'a plus l'esprit citoyen ni l'esprit civique. Parce qu'on a fait une rupture totale. Je pense que les aînés, ils ont tort quelquefois. Parce qu'ils ont peur de notre génération. Nous aussi, nous avons tort parce que nous faisons trop peur à nos aînés. Alors, à présent, on va parler de vous. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes jeune. Vous avez certainement des ambitions politiques et d'ailleurs, vous êtes membre et responsable dans un parti politique. Les communales qui arrivent, est-ce que Laurent Delors Faton sera candidat? Je ne suis pas en train de faire la politique pour le besoin de quelqu'un. Je fais la politique d'abord pour moi-même, pour mes ambitions personnelles et pour les ambitions que j'ai pour ce peuple. C'est deux motifs qui motivent mes actions. Je rêve grand politiquement. Je rêve aussi grand pour mon peuple, pour ce pays qui m'est tranché. Je rêve grand pour l'Afrique. Et dans mes rêves, pour que vos rêves se réalisent dans l'espace politique, il faut que vous occupez des postes politiques. Que vous ayez la capacité de mettre en œuvre ce que vous pensez, votre vision politique. Et le meilleur espace politique dans lequel on puisse expérimenter ces grands rêves, c'est l'espace local. Et ça veut dire que si je suis jeune et que je milite politiquement, il faut que j'aille prouver mes expériences à la base. Et à la base, c'est les élections communales et municipales qui s'annoncent. Et je suis candidat. Et donc, Delors Faton, prochain maire de la ville de Porte-Nouveau. Vous savez, Porte-Nouveau, contrairement à toutes les villes du Bénin, est la ville de tout le Béninois. Porte-Nouveau est la ville de tout le Béninois. Parce qu'elle est notre capitale. Tous les Béninois peuvent aspirer à diriger Porte-Nouveau. Parce que c'est notre capitale, ça nous appartient à nous tous particulièrement. Porte n'a pas besoin d'être autochtone ou bien allogène. Non, non. C'est notre capitale. La constitution béninoise l'a consacrée capitale du Bénin. Et que tout Béninois doit convoiter la ville capitale et avoir des rêves pour la capitale. Parce que quand on dit le Bénin, on dit Porte-Nouveau. Et que chacun des Béninois qui pense grand Bénin doit penser aussi grand Porte-Nouveau. Et c'est une logique que ceux qui rêvent aspirent au pouvoir d'État, aspirent à la route politique, puissent aspirer aussi à transformer Porte-Nouveau. Si vous ne pensez pas transformer Porte-Nouveau, c'est que vous n'avez pas de grand rêve pour ce pays. Parce que si la capitale n'est pas bien faite, vous ne pouvez pas l'étendre dans les autres villes. Et c'est un drame que depuis 60, les gens n'ont pas pris conscience que tant que la capitale n'est pas bien bâtie, on ne pourra jamais bâtir le Bénin. Allez à Abuja, allez à Lagos, allez à Paris, allez à Washington, partout au monde entier, la capitale, elle est la vitrine d'un pays. Tout le monde se bat pour que la capitale soit le plus beau qui existe dans le pays. Ça veut dire que moi, je rêve que Porte-Nouveau devienne la vitrine. C'est pas Cotonou n'est pas la vitrine du Bénin. C'est un leurre que d'investir des milliards à Cotonou en pensant qu'on va faire de Cotonou la ville. Cotonou ne peut jamais avoir les attributs de Porte-Nouveau. Porte-Nouveau est la capitale. C'est inscrit dans la Constitution. C'est une consécration, cette ville. Et moi, en tant que Béninois, sans pour autant dire que j'appartiens au département dans lequel Porte-Nouveau se situe, sans pour autant dire que je vis à Porte-Nouveau depuis plus d'une trentaine d'années et que toute ma famille est à Porte-Nouveau et que je suis Porte-Nouvien, ce n'est pas cette raison qui motive ma candidature à Porte-Nouveau. Ma candidature à Porte-Nouveau est motivée par le fait qu'il faut qu'enfin un jour, le Bénin soit fier d'avoir une capitale et qu'enfin un jour, Porte-Nouveau puisse retrouver ses attributs et qu'enfin un jour, on peut se prendre conscience que tant que Porte-Nouveau n'est pas bâti, n'est pas devenu la référence au Bénin, on va investir des milliards à Cotonou. Cotonou ne fera jamais développer le Bénin parce que Cotonou est un trou. Donc, vous annoncez officiellement que vous êtes candidat pour le poste du maire de Porte-Nouveau. Je suis candidat pour les élections communales à Porte-Nouveau. Je veux être conseiller à Porte-Nouveau. Quand je serai conseiller à Porte-Nouveau, le reste du débat se fera entre nous et les conseillers élus. On va enregistrer. Alors, Laurent Delors Faton, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, il a été donc question de la polémique autour du congrès des FCBE. Vous l'avez dit, c'est clair et net. Le congrès sera donc organisé. En tout cas,
selon la décision du bureau exécutif national, le congrès sera organisé après les élections communales. Vous avez également abordé le supposé retrait de Boni Yaye de la scène politique. Vous ne l'avez pas entendu dire, donc vous n'y croyez pas. Alors, chers amis internautes, merci d'avoir été donc de la partie. C'était l'invité de Bénin Web TV et nous étions avec Laurent Delors Faton. Je l'avais dit, il est secrétaire adjoint à l'économie numérique des forces Cori Bénin émergents. Merci et à la prochaine.